commencer, je vais juste moi faire une petite rétro de ce qui s'est passé chez Alterweb, puisqu'en fait, au dernier Alterweb Meeting, en fait, Stéphane, vous avez présenté en fait les trajectoires de l'IA chez Alterweb. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA chez Alterweb, c'est aussi au niveau groupe. Il y a plein d'initiatives qui sont prises dans toutes les entités du groupe sur différents sujets. Et chez Alterweb, on décline aussi l'utilisation de l'IA sur des use cases qu'on a identifiés maintenant il y a un petit bout de temps. Et en fait, pendant les laps là, de temps, on a vérifié en fait qu'on pouvait faire certaines choses avec tout ça, et notamment en fait il y a une chose qui est très importante quand on fait de l'IA, c'est toutes les données personnelles et de l'entreprise, et on voulait s'assurer qu'on pouvait faire quelque chose avec les données d'Alterweb, par exemple la gestion des tickets pour pouvoir interroger en fait la base des tickets Redmine qu'on a, ou des choses comme ça, le wiki, et tout ça pour alors toujours avec un besoin de gagner du temps et d'être plus opérationnel au quotidien. Donc ça, c'était important. Donc ça, c'est des choses qui ont été menées et testées, et on a vu que c'était possible aussi. On a eu aussi tout un tas d'initiatives pour voir comment on pourrait déployer en fait l'IA pas au niveau de la production, ça on l'a vu à travers ces tickets, mais aussi sur les fonctions transverses, sur l'avant-vente, sur le commerce et tout ça. Et là, en fait, c'est toujours pareil. En fait, on aura besoin systématiquement d'un corpus documentaire. Alors le nôtre, pour l'instant, est essentiellement basé sur Google, mais on pourrait, avec l'utilisation de l'IA, prendre une partie de ce corpus pour le mettre ailleurs. Et au-delà de tout ça, il se pose des questions. On a des questions un peu existentielles. Quand on met des documents dans un corpus documentaire, eh bien, il ne faut pas que, je ne sais pas, par exemple, Claire puisse aller voir tous les bulletins de paye ou interroger les bulletins de paye qui ont été mis par la RH et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas gérées, je dirais, nativement par une intelligence artificielle. Donc on va être obligé de mettre au-dessus de cette intelligence artificielle avec des mécanismes. D'accord ? Et puis après, il y a d'autres use cases qui sont très compliqués, où on ne peut pas réellement avoir de solution sur étagère. Et là, on sera obligé certainement de développer des choses parce qu'elles sont très, très spécifiques à notre métier. Et donc, moi, j'ai fait un tour de pas mal de solutions et je suis tombé donc sur Lighton. Et c'était... Alors moi, j'ai tout de suite flashé. Déjà, le nom du modèle, Alfred, donc Laurent nous expliquera pourquoi il a choisi ce nom-là. Et puis, c'est français. Il y avait des engagements qui étaient proches de ce que nous, on a au quotidien chez Alterweb. Donc voilà, donc je trouvais que c'était une bonne occasion de discuter. Et pourquoi pas, peut-être, utiliser Lighton au quotidien chez Alterweb, parce que ça coche un certain nombre de cases par rapport à nos besoins. Voilà. Donc Laurent, merci beaucoup d'être venu. Je trouve ça super sympa. Est-ce que tu peux nous présenter Lighton en quelques mots Oui, tout à fait. Alors Lighton, c'est une start-up issue de la recherche universitaire. Moi-même, j'ai un lourd passé de physicien, en fait. Et on est maintenant une trentaine de personnes. On est basé à Paris. Et en fait, on a créé Lighton en 2016, alors qu'on voyait que l'IA était en train de changer de dimension. Il allait y avoir des méga modèles, etc. Alors à l'époque, en 2016, on ne parlait pas encore de grands modèles de langage, on ne parlait pas encore de tout ça. Et on a vu arriver ça en mai 2020 c'était GPT-3 à l'époque, mai 2020. Et on s'est dit, waouh, ce truc-là, c'est géant, ça va changer nos vies, quoi. Ça va changer nos vies pour 3 raisons. Et une première raison, c'est l'IA générative. On appelle ça IA générative. Enfin, l'IA s'est toujours occupée d'analyser du texte, mais le côté générer du texte comme ça, dans plein de variétés de styles, de contenus, dans toutes les langues du monde, etc., c'est fondamentalement ce qu'on appelle le test de Turing. Enfin, ça repose une question fondamentale sur l'intelligence artificielle. Alors, la première chose, c'est génératif. La deuxième chose, ça sait faire des choses pour lesquelles ça n'a pas été explicitement entraîné. Et ça, c'est quand même fou. Tu lui demandes
sors-moi des mots-clés, fais-moi un post Instagram. Enfin, c'est plein de trucs sur lesquels même les créateurs, ils ne se sont pas dit ça va servir à ça. Donc ça aussi, pour l'IA, c'était assez fou. Et ça, c'est dû à la taille du modèle. C'est parce qu'on a des modèles qui ont des milliards, des dizaines, voire des centaines de milliards de paramètres. Et qui sont entraînés sur des corpus absolument monumentaux, sur des supercalculateurs, etc. Et la troisième chose aussi, je pense que c'est le moment singulier dans l'histoire où l'IA n'est plus une affaire d'ingénieur. Maintenant, l'IA, comme ça s'utilise en langage naturel, ça s'utilise en français, en anglais, dans la langue de tous les jours, tout le monde a joué avec ça. Et il manquait juste ce qui est venu 2 ans après avec ChatGPT, cette interface géniale conversationnelle, qui est la couche au-dessus de GPT-3. Mais enfin, en tout cas, on s'est dit, ce truc-là, c'est géant, ça va changer nos vies, ça va changer nos mondes, ça va changer nos économies. Il faut absolument qu'on fasse ça. Et du coup, maintenant, Lighton, on est une entreprise où on a vraiment 2 types d'activités. Une première activité où on crée des modèles parmi les meilleurs du monde. Donc, il y a on en a créé 12 la dernière fois que j'ai compté, parfois dans des langues particulières, parfois pour des clients particuliers qui ont des corpus spéciaux, qui veulent parler. Par exemple, on a travaillé avec une boîte aux États-Unis qui avait un corpus dans le domaine médical. On a fait un assistant dans le domaine médical. Et puis on fait notre propre modèle comme Alfred. Donc ça, c'est notre première partie, créateur de modèles. Notre deuxième partie d'activité, c'est de développer ce qu'on appelle Paradigme. Et Paradigme, c'est notre plateforme logicielle qui est tout l'environnement qui va te permettre de gérer tout le cycle de vie de ces LLM dans une entreprise qu'on va installer. Notre grand différenciateur, c'est qu'on va l'installer on-prem, vraiment sur l'infrastructure des entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas les données qui vont au LLM, c'est le LLM qui va aux données. On est au plus près des données. De façon, et du coup, nos clients naturels, c'est ceux pour qui la sensibilité par rapport à ce que leurs données restent privées est très forte. Typiquement des banques, des assurances, des gens qui ont des données médicales ou des données RH, ou les secteurs de la défense ou la pharma, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des paradigmes. C'est le déploiement, c'est des systèmes type RAG. Tu vois, le RAG, c'est tu vas mixer l'IA générative avec des moteurs de recherche internes sur les sets de documents. Tu peux poser des questions à des ensembles documentaires. Voilà. Et puis toutes les variantes aussi de fine-tuning aussi pour avoir quelque chose de plus personnalisé par rapport aux besoins de l'entreprise. D'accord. Alors j'ai vu que Alfred, en fait, c'était du fine-tuning sur un modèle existant qui s'appelle Falcon. Alors déjà, pourquoi Alfred? Pourquoi le petit nom d'Alfred? Alfred, c'est l'assistant de Batman. Hein. D'accord, ok. Voilà, c'est le côté assistant. Il n'est pas là pour te remplacer, il est là pour te faire gagner du temps. D'accord. C'est comme la phrase, on en discutait, en fait. C'est l'IA va pas te prendre ton métier, mais par contre, quelqu'un qui utilise l'IA va prendre ton métier. C'est très important. Et de toute façon, ça va changer ton métier. Exactement. Dès que tu travailles avec du texte, ça va avoir de l'impact, que ce soit effectivement te faire gagner du temps ou même te permettre des choses qui n'étaient juste pas possibles avant. Alors j'ai vu que Alfred, il était spécialisé dans il était assez disruptif par rapport à certains modèles parce qu'il était vraiment dans un état conversationnel, c'est-à-dire qu'on pouvait aller pas à pas et c'était très didactique en fait dans ses réponses et la possibilité d'aller au fur et à mesure là où on voulait aller sans vraiment trop savoir au départ ce qu'on voulait faire. Oui, effectivement. Alfred, on est parti donc comme tu disais d'un modèle de fondation qui est Falcon 40B, là, 40 milliards de paramètres, et puis on a fait du fine-tuning pour qu'ils suivent les instructions, comme tu dis, pas à pas. Et puis, il est aussi spécialisé dans ces systèmes qu'on appelle les systèmes RAG, dont j'ai parlé, et notamment pour le raisonnement, comme tu l'as dit, ce qu'on appelle le chain of thought, la chaîne de pensée, pour arriver au résultat plus précis. Et pour limiter aussi ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire quand le LLM va inventer une réponse quand il ne connaît pas, lui, Alfred, il a le bon goût de dire « je ne sais pas » quand ce n'est pas dans le set documentaire. Donc il est plus modeste aussi. Super. Généralement, moi, je fais toujours un test comme ça pour tester si les IA font des hallucinations. Je demande, alors ça c'est un truc en interne, je demande qu'est-ce que OpenTofu. OpenTofu, ça remplace un truc qui s'appelle Terraform en open source. Et en fait, généralement, quand on voit les IA qui délirent et qui inventent des trucs avec l'open source, du tofu open source, j'ai eu des réponses comme ça. C'était assez amusant. Voilà. Et j'ai pas eu ça avec Alfred. Il m'a dit non, je sais pas ce que c'est. Ok, super. Et Alfred,
Vous avez mis beaucoup de temps à faire du fine-tuning dessus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup de machines. Oui, alors déjà, une précision, c'est qu'il n'y a pas un Alfred, c'est qu'il y a plusieurs versions successives. Hein. On fait des releases tous les 2-3 mois, on fait une nouvelle version d'Alfred. Et même si on fait une release tous les 2-3 mois en interne, il y en a beaucoup aussi en intermédiaire. Et on fait des releases que quand on a un saut majeur quantitatif et qu'on les a vraiment testés. On fait beaucoup de testing en interne. Donc effectivement, il y a du temps de développement, mais c'est du fine-tuning qui est quand même beaucoup plus léger que le pré-entraînement qu'on avait fait, les modèles Falcon, où là c'était assez monstrueux comme travail. Là, ça reste sur des serveurs beaucoup plus modestes. Ok. Donc là, on a un super moteur, et donc il va falloir mettre... on a le moteur, il faut mettre la carrosserie autour, et donc ça, c'est Paradigme. Et en fait, moi, j'ai eu une petite présentation de Paradigme, et je trouve que même par rapport à ChatGPT et tout ça, c'est carrément disruptif, parce qu'il y a plein de fonctionnalités c'est orienté entreprise. Alors que ChatGPT, c'est plutôt orienté end-user, mais dans son coin. Oui, exactement ça. Nous, on veut faire un software entreprise, donc on s'adresse plutôt aux grands comptes. Hein, et Paradigme, pour ça, nous, on l'a conçu en discutant avec ses clients qui nous disent la première chose, je ne sais pas quel modèle choisir, je ne sais pas sur quelle infra développer, déployer le truc, je ne sais pas, il faut absolument que je fasse du fine-tuning, mais les gens ne savent pas exactement ce que ça veut dire faire du fine-tuning, je ne sais pas comment prompter, etc. Donc du coup, on a créé tous ces modules que tu parles. Donc le module de déploiement, on va les déployer on-premise, quel que soit le type d'infrastructure. Souvent, c'est du cloud privé, donc on va les se mettre sur le cloud privé, mais les gens nous disent, je veux être sur AWS, et on va sur AWS, je veux être sur un cloud français, on peut être sur OVH, Outscale, etc. Donc ça, le déploiement, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'aide au user management, c'est exactement ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est il y a tel user qui a tel droit, etc. C'est des choses assez simples, mais finalement, c'est vraiment très proche des fonctionnalités qui sont demandées pour que toutes les données de l'entreprise ne soient pas mélangées. Enfin, je veux dire, il y a une hiérarchie dans l'information, et notamment, on travaille aussi avec des gens du secteur défense, par exemple. Tu peux imaginer le niveau de confidentialité qu'il y a sur les données. La troisième chose, c'est pouvoir évaluer ces résultats, parce que c'est pas le tout de faire tourner les modèles, mais quand tu fais... quand tu fais une campagne de test, quand tu fais un POC sur un cas d'usage bien précis, ce que tu veux, c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein, c'est toujours un intermédiaire. Ça marche dans certains cas, ça marche pas dans certains cas. Et après, on se pose la question, c'est quoi quantitativement ce que tu attends là-dedans? Quel est ton niveau après pour passer en production? Donc il te faut des métriques pour évaluer. Donc ça, c'est vraiment important, la métrique d'évaluation. Et ça permet le dernier étage de la fusée, c'est le côté fine-tuning justement. Est-ce que pour gagner encore en performance, toutes ces données d'utilisation, avec on va loguer toutes les entrées-sorties du modèle et toutes les évaluations, et avec ça, on peut faire ce qu'on appelle du RLHF, on peut faire du prompt tuning, on peut faire toutes les variantes de fine-tuning de modèles qui sont spécifiques après à tes cas d'usage et à tes données. Super. J'avais vu aussi une chose assez intéressante aussi dans Paradigme, c'est en gros d'avoir une bibliothèque de prompts et qui sont disponibles mais paramétrables, c'est-à-dire que le prompt est fait pour qu'on puisse en fait saisir les données que le prompt te demande, et on lance ça sur ça. Donc là, c'est un grand gain en termes de productivité, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir sa propre petite bibliothèque dans un coin. On est vraiment dans l'industrialisation du prompt là, et ça, je trouve ça sympa, parce que c'est un petit peu comme nous on travaille, où on versionne les choses, et des choses comme ça. Et puis ça a un côté un petit peu méta aussi, où en fait, cette fonctionnalité, on l'appelle le Task Builder. Et le Task Builder, il est fait lui-même en utilisant Alfred. Donc, on va utiliser Alfred pour créer des prompts qui eux-mêmes vont être injectés dans Alfred. C'est l'IA à tous les niveaux. Moi, j'ai une petite question, en fait. Du coup, Paradigme, ça peut être hébergé, par exemple, sur des solutions qui seraient dans nos data centers, ou c'est forcément quelque chose, ça demande en fait beaucoup de puissance? Ça demande des beaux GPU, mais c'est des GPU qui sont disponibles. D'accord. Et puis une autre question, parce qu'ici, tu es dans l'antre des amoureux de l'open source. Ici, Alterway, le groupe Smile, on est le leader en Europe dans les services numériques en open source. Donc nous, ici, on a des convictions très fortes.
Et en fait, c'est vrai que moi j'avais vu en fait que Alfred c'est open source. Ouais, Et donc du coup, quel est le lien, toi? Comment tu vois les choses par rapport à l'open source? Nous, effectivement, on est aussi tout à fait partisans de l'open source. On pense que, surtout dans cette IA, quelque chose qui est très nouveau, qui même fait un peu peur par certains côtés, on pense que l'open source, c'est un moyen d'établir la confiance. Les gens peuvent tous utiliser, récupérer Alfred sur Hugging Face, le télécharger, l'essayer, le déployer, voir où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas, quelles sont les limites, etc. Et donc pour ça, on pense que le cœur techno doit être open source. Puis après, nous, on déploie notre plateforme qui, elle, est propriétaire. Mais je pense qu'on a une distinction très claire entre un cœur techno open source et puis après la plateforme Paradigme propriétaire et customisée. Et est-ce que vous avez pris en compte, alors c'est Véronique ne me contredira pas, l'aspect green, en fait, green IT sur ça? Est-ce que vous avez une trajectoire où vous essayez au maximum de, je sais pas, de faire des optimisations sur certaines choses? Il y a déjà une première chose qu'on a fait, c'est d'essayer de mesurer, quand on fait l'entraînement d'un modèle, mesurer quel est l'impact carbone de l'entraînement d'un modèle. Et alors ça, c'était déjà, juste ça, c'était un exercice en soi, la mesure de l'impact carbone. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que c'était en collaboration avec des gens au Moyen-Orient et que juste les billets d'avion pour faire la collaboration, c'était en fait un problème non négligeable. Ouais, c'était un truc comme 25% de l'impact carbone du projet, c'était les billets d'avion. D'accord. Super. Alors je ne sais pas au niveau temps où on en est. Bon, on a un petit peu de temps si tu as envie de reposer des questions techniques. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question technique comme ça? En fait, avec est-ce que vous échangez en fait avec d'autres éditeurs de modèles, je sais pas, Mistral ou OpenAI? Est-ce que vous mettez en commun des choses ou vous êtes un petit peu près de vos secrets et vos alors vos recettes? je pense que chacun, on est dans une sorte de compétition, comment dire, c'est un peu compétition, mais c'est vrai que comme tout le monde est assez partisan d'open source aussi, on a tous cette volonté commune, et je pense que notamment en France, il est en train d'y avoir un super écosystème autour de l'open source sur ces grands modèles de langage. Donc il y a Mistral, il y a Qt qui s'est lancé aussi, qui lance des modèles, il va aller vers le multimodal, et je pense que du coup, et nous, il n'y a pas de raison, par exemple, que dans le futur, la plateforme Paradigme puisse accueillir des modèles qui ne soient pas juste les modèles de Lighton. On pourra mettre dessus du Lama, on pourra mettre dessus des modèles de Mistral ou d'autres types de modèles. Donc non, je pense que chacun, en plus c'est un marché qui est en train d'exploser, donc il y a vraiment de la place pour beaucoup d'acteurs, et on est très content que, notamment à Paris, il y a un super écosystème qui soit en train de se créer autour de ça. Moi, j'ai une petite question taquine. Parce que tu sais que je dirige Alterway, que j'ai cofondé, mais je suis aussi la présidente de Numéum. Et ce matin, on avait Michel Paulin qui nous annonçait le lancement de la filière du numérique de confiance, qui est cette filière pour les équipes Alterway. C'est une filière qui va soutenir l'industrie du numérique française. Et donc, est-ce que Lighton va rentrer dans cette association du CSF numérique? Et est-ce qu'on a une chance que Lighton reste à vie français? Alors, nous, comme je dis, on est très content de l'écosystème qui se passe à Paris. Donc, pour l'instant, on a toutes les raisons de rester en France et on essaie de travailler au maximum avec. On connaît très bien OVH, je connais très bien Michel. Et je pense que depuis le début, c'est une super boîte qui vraiment ose faire des choses que pas grand monde sur lesquelles pas grand monde aurait parié au départ. Donc, c'est un magnifique succès. Et ce qu'ils sont en train de faire sur le cloud de confiance, c'est des choses effectivement auxquelles on adhère pleinement. On est content qu'on puisse... Cette IA générative dont on parle, nos modèles, là, il y a 2 ans, malheureusement, on pouvait aller que chez les hyperscalers américains. Et maintenant, on est super content qu'il y ait des gens comme OVH, comme Scaleway, comme Outscale, qui investissent et qui ont vraiment mettre ces gros GPU qui effectivement qui coûtent une fortune. Donc c'est des gros investissements pour eux. Mais ils ont compris que c'était là où il y avait une énorme valeur à tirer et que cette valeur ne parte pas en dehors de nos frontières. Bon. Super. En tout cas, on espère qu'on gardera, je dirais, des acteurs français, parce que je pense qu'il y a aussi pour nous des associés, je dirais, aux valeurs qui sont chez Alterway, de transparence, d'intelligence collective. Il y a aussi ce sujet de souveraineté. Et on
on œuvre pour qu'il y ait une c'est- certaine souveraineté numérique. On va parler d'Europe, parce que français, ça serait juste pas, je dirais, raisonnable, mais au moins qu'il y ait une souveraineté européenne. Non, mais bien sûr, parce que on a l'impression que ces IA, c'est des objets totalement objectifs qui vont te répondre comme ça, mais non, ça porte des valeurs assez Exactement. profondes. La façon dont tu as créé cette IA, c'est des choses assez profondes et assez ancrées dans enfin, que- quelle base d'apprentissage tu vas donner, etc. Je pense que c'est important que en Europe, on développe aussi ce type de technologie et pas juste prendre ce qui se fait aux États-Unis ou en Chine. Exactement. Merci pour ça. Peut-être pour finir, c'est peut-être la question sur la bande dessinée, parce que quand Oui. même, tu nous as dédicacé, là, je t'ai fait bosser, tu m'as dit « Ah, tu me fais bosser !» Et je pense que c'est sympa que tu nous parles aussi de ce projet qui est un peu, du Ouais. coup, un peu différent quand même. Alors, je sais Ouais, peut-être, tu peux le alors, remontrer, je vais parce que... montrer, voilà, ouais. donc, j'ai eu la chance de rencontrer un peu, mais de façon totalement fortuite, un dessinateur de BD indien qui s'appelle La Poupenne. Et on s'est rencontrés dans un cocktail, en fait, pour tout te dire. C'est le genre Attention, peut-être que ce soir, tu vas rencontrer quelqu'un Ouais, aussi. Hein. j'espère, parce que c'était vraiment une belle rencontre. C'est le genre tu sais, le cocktail où tu connais pas grand monde, tu sais, donc tu te promènes dans les salons avec ton verre de champagne, et puis je vois un autre mec Ah, comme ici, ça. ce soir, c'est la bière. Hein. Ah oui, c'est la bière. Et je vois un autre mec pareil qui a l'air de pas connaître grand chose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dessinateur de BD. Ah ouais. Donc il revenait d'une résidence à Angoulême. Il avait passé quelques mois à Angoulême. Et il montre un peu son imaginaire de dessinateur. Alors il est très engagé politiquement. Puis en Inde, il y a pas mal de choses à dire sur la politique. Et puis, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, oh, toi, ça va pas t'intéresser. Moi, tu sais, je travaille dans l'intelligence artificielle et tout. Il dit, oh, mais au contraire et tout. Moi, j'adorerais faire une BD sur l'IA. Mais en Inde, tout le monde parle d'IA. Il y a tous ces développeurs qui sont en Inde. Lui, il est basé à Bangalore. En plus, c'est vraiment la capitale de l'IT. Mais il me dit, mais moi, j'y connais rien sur l'IA, vraiment. Et puis, je lui dis, mais en plus, sous nos yeux, là, en ce moment, il est en train de se passer une révolution des grands modèles de langage. Et bien voilà, la conversation est partie de là, de cette rencontre. On se dit, Chin, on a trinqué en disant, on va écrire la BD à deux. Alors après, le projet a évolué. Et puis, c'est un peu un paradoxe aussi de figer dans le temps un truc qui évolue si vite que ça. Ouais. Donc, c'est vrai que même déjà, la BD est sortie en septembre dernier. Là, il y a des petits détails que je ne réécrirai pas tout à fait pareil. Mais du coup, tu l'as appelé Dream Machine. Du coup, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis que c'est potion ou poison, en fait, l'IA? Ouais, alors c'est l'un ou l'autre. D'abord, Dream Machine, j'ai demandé à une IA de me suggérer, à l'IA de Lighton de me suggérer des titres. J'ai mis le pitch de la BD et je lui ai dit, suggère-moi quelques titres sympas. Et il m'a sorti Dream Machine. Et ouais. C'est vrai que à la fois, ça fait rêver. Enfin, je veux dire, on vit un moment incroyable, on vit une révolution technologique. Là. Je pense que dans l'IA, on a fait autant de progrès dans l'IA les 4 dernières années que ce qu'il y a eu sur toute l'histoire de l'IA. Et je ne pense pas exagérer en disant ça. Donc on est en train vraiment de vivre un moment absolument incroyable. Mais aussi, c'est vrai que c'est une BD qui est faite pour que les gens réfléchissent sur les enjeux sociétaux sans tomber dans la science-fiction. Sur le côté Terminator, ça va créer des robots tueurs. Enfin, on sait très bien s'entretuer sans la technologie. Hein, les gens savent faire ça depuis le début. Par contre, voilà, il y a de fait des questions qui se posent sur des métiers qui vont changer, sur des questions des droits d'auteur, par exemple. Il y a plein de questions qui se posent. Et voilà, c'est une BD qui est faite plus pour que les gens se posent des questions, se posent des bonnes questions. Eh bien, écoute, nous, on va l'offrir. Là, ça va être, tu as dédicacé, on va l'envoyer en fait sur tous nos sites. Et donc, j'espère que toutes nos équipes prendront plaisir à lire Dream Machine. J'espère bien aussi. All I wanna